Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle Unipop, l'Unipop Art, Littérature et Cinéma. Et ce soir, nous parlerons de cinéma, évidemment. Alors, comme je le disais avant, pour ceux qui étaient là à la présentation de 16h, je suis ravie de voir la salle Fellini aussi remplie, puisqu'il y a eu le Festival du film d'histoire la semaine passée, et on avait beaucoup d'animations, donc on craignait d'avoir pas trop de spectateurs ce soir, mais je suis ravie de voir que vous êtes au rendez-vous pour cette Unipop en présence d'Édouard Sivière. Et justement, je parle du Festival du film d'histoire, c'est pas un hasard, puisqu'il y a un an tout pile, enfin à quelques jours près, tu gagnais le prix du livre d'histoire du cinéma remis par le Festival du film d'histoire pour Robert Altman, Miroitement d'une œuvre, aux éditions Marest. Donc c'est à ce titre que nous t'avons invité pour une Unipop un an après. Donc on revient quelque part aux bases de l'Unipop, puisque quand l'Unipop a été créée il y a 15 ans, c'était pour parcourir l'œuvre de cinéastes, d'acteurs, de comédiens. Et donc là, on vous propose ce soir une Unipop 100% cinéphile pour revenir sur le parcours d'un cinéaste assez mythique quand même du nouvel Hollywood, du cinéma indépendant, mais tout de même vraiment ancré dans Hollywood, dans le système hollywoodien. Un cinéma qui montre aussi les réalités, enfin une vision certaine de l'Amérique, et pas dénuée d'humour parfois assez noir. Donc voilà, on est ravis, Édouard, de t'accueillir ce soir. Édouard Sivière est aussi un confrère exploitant. Il est co-responsable du cinéma de Blaye, le Zoétrope, que vous connaissez peut-être. Donc il a l'habitude, comme nous, de programmer des films de Robert Altman, d'autres raretés, des films plus récents dans le cadre de ciné-club, de séances spéciales. Donc tu es aussi médiateur, animateur de séances. Et tu écris aussi de nombreux articles en ligne sur le cinéma. Voilà, que dire d'autre? Tu seras en dédicace et en signature dans le hall juste après pour ton livre Robert Altman. Et je vous conseille vivement, c'est bientôt Noël, donc pensez aux cadeaux pour vos amis cinéphiles. Le livre est vraiment excellent. Il retrace chronologiquement toute l'œuvre de Robert Altman. Mine de rien, Robert Altman, c'est des films mythiques comme MASH, Le Privé, mais aussi d'autres raretés. J'ai découvert l'existence de beaucoup de films grâce à ton livre, avec une écriture, une plume très agréable à lire, très poétique. Voilà. Bonne Unipop à tous. Merci beaucoup Alix. Avec plaisir. Merci à toi. Merci aux Jean Eustache, alors à la fois pour le prix de l'année dernière et pour cette invitation à faire la conférence. Je vous dis tout de suite, ça me fait tout drôle parce qu'il y a 15 ans, les premières Unipop, moi j'y étais, mais j'étais là-bas, j'étais au fond de la salle. Donc c'est tout à fait inattendu, étonnant pour moi de me retrouver là 15 ans plus tard sur la scène de... Et j'ai oublié de dire une anecdote pour ceux qui connaissent et qui sont adhérents au cinéma Jean Eustache. Édouard a rédigé de nombreux articles dans Le Stage d'encre, qui est la revue qui anime la communauté d'adhérents à l'association du cinéma Jean Eustache. Et donc, quelque part, la boucle est bouclée. Voilà, tu reviens sur la scène. J'ai participé au tout premier numéro de Le Stage d'encre, grâce notamment à Michel Edin, que je salue encore. Donc, voilà. Et c'était ma première expérience d'écriture pour des lecteurs... hors de mon petit cercle, quoi. Donc peut-être que dans mon livre sur Altman, il y a peut-être une part de Le Stage d'encre. Magnifique. Donc c'est parti pour parler de Robert Altman, qui n'est pas un réalisateur inconnu, bien sûr, hein, surtout si on rajoute aussitôt que c'est le réalisateur de MASH. Mais c'est quelqu'un qui a été peut-être un petit peu oublié ces dernières années, depuis sa disparition en 2006. Maintenant, quand on entend parler des cinéphiles qui font un petit peu le tour du cinéma américain des années 70, comme ça, il y a tout de suite des noms comme Coppola, Scorsese, Spielberg qui ressortent. Et celui d'Altman a tendance à tarder à arriver généralement. Alors qu'à cette époque-là, Altman, c'était vraiment considéré par beaucoup comme le cinéaste américain numéro 1, en quelque sorte celui qui personnifiait l'image même de l'auteur de cinéma du côté des États-Unis. Par la suite, Altman, on l'a un peu trop souvent réduit au genre du film choral, hein, qu'il a en quelque sorte inventé ou réinventé. Mais son œuvre est beaucoup plus protéiforme que ça, hein. C'est une œuvre vaste qui est riche de 37 longs métrages de cinéma, une vingtaine de courts-métrages, une centaine d'épisodes de séries télévisées, 6 téléfilms, 4 mises en scène de théâtre et même 3 mises en scène d'opéra. Donc pour s'y retrouver un petit peu là-dedans, j'ai pensé qu'il valait mieux avancer, comme je l'ai fait dans mon livre, de façon chronologique.
pour à la fois bien se repérer, pour essayer de saisir un peu l'évolution de cette carrière qui a été un petit peu chaotique, en tout cas à ses débuts. Et je m'arrêterai plus longuement sur certains films avec l'aide de 4 extraits qui vont m'aider, j'espère, à pointer du doigt certaines dimensions importantes de ce cinéma-là. Un réalisateur qui est vu comme quelqu'un de très iconoclaste, hein, voire de rebelle, mais qui était surtout un grand inventeur de forme et vraiment un cinéaste fondamental pour l'histoire du cinéma américain. Donc Robert Altman, qui est né le 20 février 1925. Nous fêtions donc en ce début d'année le 100e anniversaire de sa naissance. Il est né à Kansas City, qui est une ville qui se trouve en plein cœur des États-Unis et qui est un espèce de lieu de passage obligé à l'époque quand on se rendait d'un point à l'autre du pays. Donc c'était un carrefour d'influence et notamment c'est l'un des berceaux du jazz américain. Le jazz, c'est une musique qui a beaucoup compté pour Altman tout au long de sa carrière. En revanche, Altman, c'est pas quelqu'un qui s'est cantonné à travailler dans une seule ville, une seule région. Au contraire, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a tourné vraiment aux 4 coins des États-Unis, depuis la frontière canadienne, en Californie, en Floride, au Texas, et même à l'étranger. Il a tourné en Angleterre et en France. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a essaimé comme ça au sein de son œuvre dans tout le pays des États-Unis. La première fois qu'il tente sa chance à Hollywood, on est juste à la sortie de la guerre, en 1946-1940. Donc, juste à la sortie de la guerre, il se présente comme scénariste à Hollywood, mais ça ne prend pas forcément. Donc, il décide, après quelques détours, de retourner au Bercail, du côté de Kansas City. Et là, il est embauché à la Calvin Company. La Calvin Company, c'était une grande maison de production, très connue sur le plan national, mais qui était spécialisée vraiment dans les films industriels, les films éducatifs, destinés aux associations ou aux entreprises. La Calvin faisait aussi beaucoup de films publicitaires. Donc c'est là que Altman va apprendre son métier. À tous les postes, un peu tous les postes de réalisation. Il va faire une 20aine de courts-métrages dans ce cadre-là. Bon, son espoir, évidemment, à ce moment-là, c'est de réaliser son premier long-métrage de cinéma. Et l'opportunité lui est donnée en 1955, sur place à Kansas City, avec l'aide de nombreux collaborateurs, justement, de cette Calvin Company. Ça va donner The Delinquents. C'est un tout petit film écrit par Altman en quelques jours seulement, tourné très rapidement aussi. C'est un film qui traite d'un sujet qui travaillait beaucoup la société américaine de l'époque. Comme son titre l'indique, ça portait sur la délinquance juvénile. Et donc on était en 55, on était à peine 2 ans après la sortie de L'équipé sauvage, avec Marlon Brando, là, qui semait la terreur dans les petites villes américaines sur sa moto et son cuir. Et en 55, c'est la même année où sont réalisés des films comme Graines de violence de Richard Brooks ou La fureur de vivre de Nicolas Ray avec James Dean. Donc on est vraiment dans cette mouvance-là, la jeunesse turbulente des États-Unis. Donc le film d'Altman est un peu inégal, surtout sur le plan de l'interprétation, mais c'est déjà un film qui est solidement réalisé. Surtout son intérêt, c'est d'être vraiment ancré dans la géographie, dans Kansas City, dans les petites rues, dans les petits pavillons. Et on retrouve tout de suite ce goût du réalisme qui va pousser jusqu'au bout dans sa carrière. Et puis sa volonté aussi de peindre la société telle qu'elle est, y compris dans ses problèmes. Dans le prolongement, il va réaliser un documentaire biographique sur la courte vie de James Dean, qui venait à peine de disparaître. Et ces 2 films-là vont sortir quasiment en même temps sur les écrans. Ils vont rencontrer des succès très modestes, mais ils vont attirer quand même l'attention du côté d'Hollywood, mais pas du côté qu'Altman espérait, du côté de la télévision. En fait, mais c'est pas n'importe qui va faire appel à lui, c'est Alfred Hitchcock, pour intégrer les équipes de sa fameuse série Alfred Hitchcock Presents. Donc Altman va tourner 2 épisodes dans ce cadre-là. Et par la suite, il va être sollicité par tout un tas de producteurs. Et il va œuvrer comme ça pendant 6 années au cœur de la télévision américaine. Un rythme très soutenu, donc je l'ai dit, plus de 100 épisodes de série, dans le genre western, policier, parce qu'il est identifié tout de suite comme un cinéaste qui sait filmer l'action. Et puis souvent, ce sont des séries qui ont marqué l'histoire de la télévision américaine, qui vivait un espèce d'âge d'or à ce moment-là, dans les années 50-60.
Il a participé à des séries comme Bonanza, Maverick, Bus Stop ou encore Combat, qui est une excellente série sur la Seconde Guerre mondiale. Et il acquiert une réputation de cinéaste très compétent sur le plan technique, très réactif, qui sait travailler vite et efficacement, mais aussi une réputation de forte tête déjà. Bon, lui, ce qu'il veut, après ces 6 années de télévision, il commence à en avoir plus qu'assez. Lui, ce qu'il veut, c'est revenir au cinéma. Et l'occasion, elle se présente en 1966. C'est la compagnie Warner qui lui propose de mettre en image le scénario de Objectif Lune, qui est une histoire de compétition, de course à la Lune à laquelle se livraient alors les États-Unis et l'Union soviétique, avec le concours de la NASA pour quelques images. Donc c'est un film qui est assez sérieux, un petit peu froid. Il y a pas mal de choses qui échappent à Altman, dont le montage. Mais c'est déjà intéressant, notamment pour les 2 acteurs principaux, les très bons James Caan et Robert Duvall. Et c'est aussi intéressant parce que c'est là que Altman va vraiment s'intéresser pour la première fois à un microcosme professionnel, en l'occurrence des astronautes, qui va suivre à la fois sur leur travail et dans l'intimité familiale, amoureuse. C'est quelque chose qui va beaucoup développer par la suite, comme ça, une vision des communautés. Bon, le film c'est pas un grand succès non plus, mais au moins Altman est à nouveau sur les rails du cinéma. En 68, il a eu l'occasion, entre 2 projets, de partir au Canada pour ce qui va se révéler sa première grande réussite cinématographique. C'est That Cold Day in the Park. C'est un espèce de thriller psychologique où les rôles sont un peu inversés, parce que c'est l'histoire d'une femme, une bourgeoise un peu frustrée de Vancouver, qui séquestre un jeune homme qu'elle a recueilli, qui traînait dans le parc en bas de chez elle. Cette femme-là, c'est la fantastique Sandy Dennis qui joue le rôle. Et c'est le premier portrait de femme d'Altman. Il va en faire plusieurs par la suite. Et c'est aussi intéressant parce que c'est un film qui assimile à ce moment-là remarquablement les leçons de la mise en scène moderne que l'on trouve dans le cinéma européen à cette époque-là, au cours des années 60. Donc le cinéma de Bergman ou de Fellini, que Altman admirait beaucoup. C'est sa préférence aller vers ce cinéma européen et japonais avec la personne de Akira Kurosawa, qui a beaucoup compté aussi pour Altman. Par contre, le cinéma américain, pour Altman, c'était vraiment pas grand-chose. Pendant toute sa carrière, il n'a pas arrêté de sortir des saillies extrêmement dures envers ses compatriotes. Parmi 1000 remarques comme ça, il disait « Personne ne fait de film aux États-Unis, on n'y tourne que des bandes dessinées ». Voilà. Donc arrive 1969. La 20th Century Fox a ce scénario tiré d'un roman qui s'appelle MASH, qui traîne dans ses tiroirs depuis plusieurs mois. Il y a une dizaine de réalisateurs de renom qui ont été contactés. Ils ont décliné l'offre les uns après les autres. Arthur Penn ou Stanley Kubrick. Donc en bas de la liste arrive fatalement le nom de Robert Altman, qui lui accepte, même si il disait plus tard avoir absolument détesté le roman qu'il trouvait absolument complaisant envers les militaires. Le tournage de MASH, il se fait en Californie, et la Fox, elle est très occupée par 2 autres tournages à côté de grosses productions, que sont Tora de Richard Fleischer et Patton de Franklin Schaffner. Donc elle est très occupée, donc elle fout une paix royale à Altman qui fait à peu près ce qu'il veut dans son coin sur son petit plateau de tournage. Donc, évidemment, parmi ces 3 films de guerre, c'est le petit film, la grosse farce, le petit film un peu crado qui va rafler la mise et qui va avoir des recettes astronomiques sur le plan mondial et qui va changer la carrière d'Altman. Donc ça va être le premier extrait de ce soir. On est au tout début du film. On voit le capitaine Hawkeye Pierce qui débarque en Corée. Alors, il débarque en Corée, ça c'est juste un carton qui nous le dit, que ça se situe en Corée. Pendant tout le reste du film, pendant l'heure et demie qui va suivre, il n'y a absolument rien qui nous l'indique, même dans les uniformes ou une mention de nom, pas du tout. C'est pas du tout situé, ce qui fait qu'à l'époque, tout le monde sait pertinemment que Altman, il parle du Vietnam, la guerre du Vietnam qui faisait rage depuis 4 ans déjà.
Donc ce capitaine, il est sur la base, il est fatigué d'attendre que quelqu'un vienne le chercher, il voit une Jeep à côté de lui pour rejoindre son camp d'affectation, il monte dans la Jeep. Comme il porte tout le temps sa veste, son uniforme sans les galons, il y a un autre capitaine qui doit rejoindre ce camp aussi, qu'il prend pour un simple chauffeur. Ils montent comme ça tous les deux dans la Jeep. Et ensemble, ils vont arriver au camp où va se dérouler toute l'intrigue du film. C'est l'extrait numéro 1. Voilà. Petit retour en arrière au temps de Objectif Lune. Lorsqu'on avait présenté un premier montage du film au patron de la Warner, Jack Warner, il est rentré dans une rage folle en disant que le film n'était pas assez patriotique et pas assez spectaculaire. Et en plus, il aurait rajouté ce mot. En plus, cet imbécile de réalisateur ne s'est même pas rendu compte qu'il faisait parler ses acteurs tous en même temps. Donc, la réponse d'Altman, elle est en quelque sorte, 3 ans plus tard, dans MASH. MASH, c'est un film très important pour de multiples raisons. Alors, l'une d'entre elles, la principale, c'est que Altman, il trouve là vraiment son style. Et notamment, ça en fait partie, cette manière de faire parler les gens un peu tous en même temps. On en a fait l'inventeur de l'overlapping dialogue en anglais, en français, les dialogues qui se chevauchent. Alors lui, il disait que c'était quand même pas le premier à avoir fait ça. Il y avait plusieurs personnalités qui avaient déjà tenté l'expérience, notamment Howard Hawks, dans des films comme La Dame du Vendredi, où il faisait se chevaucher un peu comme ça les dialogues, mais c'était dans un autre but. Hawks, c'était surtout pour dynamiser ses dialogues et donc son action dans sa comédie échevelée. Chez Altman, le résultat, c'est pas tout à fait le même. C'est plus une recherche d'authenticité, parce que Altman, il disait, mais tout simplement, c'est comme ça qu'on parle dans la vie. Et c'est comme ça qu'on entend les discussions autour de nous. Quand on sort à une terrasse de café, on entend les discussions que par bribes, avec des niveaux sonores différents, etc. Donc il y a ce travail particulier déjà sur le son, également un travail sur l'image avec ce cadre très large et un usage très particulier du zoom avant le plus souvent. C'est un procédé auquel va avoir très souvent recours Altman, un zoom qui va nous faire pénétrer comme ça dans l'image large, et un peu comme on pénètre dans une mêlée, parce qu'il y a souvent un côté désordre dans les films d'Altman. C'est ce qui plaisait beaucoup. L'un de ses grands défenseurs, ce fut tout au long de sa carrière Jacques Rivette, le cinéaste, qui disait notamment, moi ce que j'aime beaucoup chez les films d'Altman, c'est leur côté bordel. Donc les deux personnages de l'extrait qui sont interprétés par Donald Sutherland et Tom Skerritt, ils vont être rejoints par un troisième larron qui sera Elliot Gould. Ce sont des chirurgiens qui vont opérer de façon très professionnelle et de façon très sanglante aussi. Des soldats qui viennent d'un front qu'on ne verra jamais. Là encore, un front coréen, soi-disant, mais on ne verra jamais d'image du front. Et entre ces opérations-là, on va voir ces chirurgiens traîner dans le camp, picoler, faire des conneries, et surtout draguer et essayer de coucher avec le maximum d'infirmières. Et cela sans qu'il y ait aucun ressort dramatique activé du début à la fin du film. C'est vraiment un film sur le plan narratif qui est assez audacieux, qui est une narration tout à fait originale. Et surtout, le film est irrévérencieux au possible envers l'institution militaire, envers l'institution religieuse aussi. Et puis visuellement, c'est une comédie c'est un film très drôle, mais visuellement, c'est pas un film chatoyant. C'est un film où on voit beaucoup de boue, beaucoup de vert kaki évidemment, et du sang. Voilà, c'est pas un film visuellement très accueillant. Et tout ça, en fait, ça va rentrer en résonance avec le public de l'époque, qui est en train de changer, qui est plus jeune, plus contestataire à ce moment-là aux États-Unis, et qui va faire un véritable triomphe au film. Le film, en plus, va être auréolé d'une palme d'or à Cannes. Et c'est vraiment une œuvre qui va contribuer avec 2 ou 3 autres, comme Easy Rider ou Le Lauréat ou Bonnie and Clyde, sur cette fin d'années 60, qui va contribuer à changer vraiment la face de Hollywood et à ouvrir la voie à ce qu'on a appelé plus tard le Nouvel Hollywood.
Donc MASH est devenu très vite un film culte, comédie féroce, qui est passé à la postérité, alors notamment pour 2 scènes grivoises qui mobilisent le personnage de l'infirmière en chef O'Houlihan, très vite surnommé dans le camp Hot Lips, ou Lèvres en feu en VF, qui est joué par Sally Kellerman. Donc ces 2 fameuses scènes, ce sont d'une part la retransmission dans tout le camp à son insu à l'aide d'un micro et du système de haut-parleur du bruit de ses ébats avec le Major Burns. Et la deuxième séquence extrêmement célèbre, c'est le dévoilement de sa nudité alors qu'elle est en train de prendre une douche pour vérifier si c'est une vraie blonde. Alors 2 scènes qui sont passées à la postérité, comme je l'ai dit. Alors, en voyant le film, c'est un peu le point limite de MASH. Cette vision, c'est vraiment une vision purement sexuelle des infirmières. Altman, évidemment, a été aussitôt traité de misogyne. Alors lui, il se défendait en disant que je montre la réalité, donc je montre le machisme à travers le regard de ces militaires. Dans MASH, c'est un peu court comme défense parce qu'on se rend compte que même dans la comédie, les femmes prennent un peu plus cher que les hommes, comme on dit. Altman, il n'aura plus jamais la main lourde comme ça. Dès son film suivant, je pense qu'il a dû prendre en compte aussi la façon dont son film a été reçu. Et il y a eu d'autres accusations de misogynie qui ont pu réapparaître de temps en temps sur certains films d'Altman, mais là, pour le coup, complètement injustifié à mon sens. Parce qu'au contraire, Altman, c'est quelqu'un qui va imaginer sans cesse des personnages féminins très forts, au moins à égalité avec les personnages masculins, voire tout à fait supérieurs. Et même dans le cinéma américain des années 70, c'est peut-être celui qui s'est le plus intéressé à la question et c'est celui qui a construit des films entiers autour des figures féminines et même parfois exclusivement féminines. Donc ce succès incroyable de MASH va lui donner les coups des franches pour 10 ans à peu près. Il va pouvoir enchaîner les films qu'il souhaite réaliser. Il va tourner plus d'un film par an. Et il va pouvoir préserver son indépendance en s'appuyant d'une part sur sa petite maison de production et en ne passant en général que des accords de distribution avec les grands studios, ce qui va lui donner toute la liberté possible, notamment jusqu'au montage final de ses films. Donc il enchaîne avec une comédie inclassable, une femme politique assez délirante sur un jeune homme qui rêve de rêver de ses propres ailes, mais au sens propre du terme. C'est Brewster McCloud, qui permet de découvrir pour la première fois sur un écran Shelley Duvall. C'est une des grandes découvertes d'Altman. Ensuite, ce sublime western naturaliste qui est John McCabe. Alors, j'en dis pas plus pour l'instant. J'en ferai juste un petit post-scriptum à la fin de ma conférence, puisque c'est le film qui va être projeté à 20h30. Voilà, je vous en dirai juste 2 mots à la fin. Je cite rapidement les autres grands films qui font cette décennie-là. Image, qui est un nouveau portrait de femme, vraiment à la lisière du fantastique. California Split, qui est très méconnu, mais qui est un magnifique film sur l'amitié qui se déroule dans le monde des casinos. Et puis 2 films criminels. Nous sommes tous des voleurs, qui est un film de braquage, mais qui est plutôt c'est vraiment vu sous l'angle de la chronique familiale, amoureuse. Et Le Privé, qui est un film de détective, adaptation de The Long Goodbye de Raymond Chandler. Donc on a film de guerre, western, policier. En fait, à l'époque, Altman, il passe un petit peu pour le grand déconstructeur des genres cinématographiques, pour celui qui fait tout éclater. Bon, allez revoir, c'est pas tout à fait ça. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est un peu de prendre ces genres-là, de les reprendre à zéro, de les reprendre à l'origine et de donner une vision plus réaliste de la société américaine et de voir sur quoi reposent ces genres cinématographiques, sur quelle fondation culturelle elles reposent. Bon, pour ce faire, il va prendre donc un malin plaisir à se saisir de ces traditions, de ces figures connues. Donc pour Le Privé, il part de l'image du détective Philip Marlowe. Philip Marlowe, création de Chandler, qui avait été incarné dans les années 40, notamment par Humphrey Bogart. Sauf que Altman, lui, pour incarner Marlowe, il choisit Elliot Gould.
Elliot Gould, c'est vraiment le summum du cool, la décontraction, le détachement, le regard ironique. On est un peu à l'opposé de l'image de Bogart, qui se tient toujours très, très droit, un peu dur. On est vraiment à l'opposé. Alors du coup, les gardiens du temple de Chandler lui sont tombés dessus à bras raccourcis dès la sortie du film. Il a aggravé son cas en plus, Altman, en déplaçant l'action du roman des années 30-40 aux années contemporaines 70, en montrant des voisines hippies du côté de chez Marlowe, notamment. Et puis il montre son Marlowe un petit peu déplacé, un petit peu décalé dans son époque, un peu comme s'il se réveillait d'un long sommeil de 30 ans qui se réveillait tout à coup dans les années 70. C'est une interprétation que Altman aimait bien reprendre à son compte après que certains journalistes lui aient parlé de ça. Donc dans les 10 premières minutes d'un polar, normalement il doit y avoir au moins un meurtre, ou au moins on doit sentir une certaine angoisse monter, une ambiance un petit peu mystérieuse. Altman, pas du tout. Lui, il débute son film, Le Privé, par 10 minutes de comédie entre Marlowe et son chat. Son chat qui vient sur son lit le réveiller, qui demande à manger, donc, et qui refuse la pâtée que Marlowe est en train de lui préparer. Donc Marlowe est obligé de sortir au supermarché d'à côté. Donc voilà, le début du Privé, c'est ça, c'est un contre-pied total avec la convention du polar traditionnel. Donc ça sera le deuxième extrait que je vais vous montrer un peu plus tard dans le film. On est au milieu du film. Marlowe se retrouve entraîné au domicile du chef de gang Marty Augustine. Celui-ci, il recherche le fric que lui aurait volé ou emprunté Terry Lennox, qui est un ami commun qui a disparu. Donc Marlowe est aussi à la recherche de ce Lennox, mais ne sait pas du tout où est passé l'argent. Quelques temps plus tôt, ce Marty bien haut, voilà, tout à fait en haut. Donc ce Marty, on l'a déjà vu dans le film, un peu auparavant, pénétrer de force dans l'appartement de Marlowe, le mettre à sac, s'énerver très fort, non pas contre Marlowe, mais contre sa propre petite amie qui est à côté de lui. Il lui écrase une bouteille de coca sur le visage. La petite amie, on va la retrouver dans l'extrait que l'on va voir, c'est pour ça que je vous en parle. Donc scène violente. Altman, c'est quelqu'un d'ironique. Mais il ne rigole jamais par contre avec la violence. C'est toujours une violence qui surgit comme ça. Il n'est absolument jamais complaisant. Il n'y a pas de rire en coin à propos de la violence chez Altman. On n'est pas du tout chez quelqu'un, ça préfigure pas du tout le cinéma de Tarantino par exemple. C'est complètement différent. Et la séquence qui vient, c'est pas une séquence violente, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose de sous-jacent. Et cette violence, elle est désamorcée ici dans l'extrait par l'absurdité de la situation, par l'humour, par les références cinématographiques aussi qu'on peut y trouver. Bref, par tout un tas de choses qui rendent la séquence imprévisible. C'est une des grandes qualités d'Altman, hein, de son cinéma, de faire que le spectateur n'est jamais en position de deviner ce qui va se passer, ne serait-ce que 30 secondes plus tard. Et avant de lancer l'extrait, regardez bien, voilà, parmi les différents hommes de main autour de Marty Augustine, il y a une personne que vous allez sans doute reconnaître, un jeune acteur qui en était à ses débuts, mais qui était déjà très musclé. Voilà. Alors, façon de développer la scène de façon tout à fait inattendue et très drôle. Une espèce de perfection dans le rythme du dialogue, dans le naturel de l'interprétation, et puis cette musicalité de la mise en scène, hein, avec cette caméra en fait qui est tout le temps en mouvement, mais de façon très fluide, très souple. Vous aurez reconnu, je pense, Arnold Schwarzenegger dans une de ses toutes premières apparitions au cinéma. Et parmi les autres clins d'œil méta-cinématographiques, comme on dit, alors on peut préciser que Marty Augustine, il est interprété par un cinéaste qui s'appelle Mark Rydell, qui était assez connu dans les années 70-80. Et on entend aussi un dialogue qui dit George Raft n'a jamais eu à se déshabiller comme ça. George Raft, c'était un célèbre acteur des années 30 qui était spécialisé dans les rôles de gangsters. Donc là, on est en plein cœur des années 70 et arrive Nashville.
Nashville, c'est un film qui reste assez méconnu chez nous, notamment faute de distribution. Hein. Il est très mal, il est très difficile à voir au cinéma en tout cas. Mais c'est un film fondamental pour l'époque, hein, pour le cinéma américain des années 70. C'est une petite révolution aussi sur le plan narratif. C'est un espèce de pari fou que s'est lancé Altman. Il regroupe sur 3 jours dans la cité de la musique country qui est Nashville, sur 3 heures de récit, comme ça, 24 personnages. Et il va orchestrer leur croisement comme ça pendant 3 jours. C'est une espèce de mosaïque très impressionnante, Nashville, qui semble prendre forme sous nos yeux comme ça, de façon assez magique. On ne sait pas trop comment ça arrive à être assemblé, tout ça. Il y a le scénario qui devient complètement invisible dessous cette inventivité de la mise en scène et de ces assemblages de petits morceaux de vie. C'est vraiment une expérience à vivre autour de la notion même de récit. Et c'est là que Altman semble inventer ce genre du film choral, hein, qui croise plusieurs trajectoires et en général qui mène vers une fin commune. C'est un film très audacieux qui demande une certaine concentration au spectateur, hein, pour qu'on arrive à assembler tous ces morceaux un petit peu épars, et puis ne serait-ce que pour détecter telle ou telle présence de tel personnage dans le cadre, dans des cadres qui sont souvent très très peuplés dans Nashville. C'est aussi un film d'une vérité absolue sur la musique, sur la pratique musicale. Ça, j'en dirai un mot plus tard à propos de la musique. Et enfin, c'est un film politique. C'est Altman qui montre en fait comment la politique et la musique utilisent les mêmes ressorts publicitaires, leur copinage entre eux. Voilà. C'est une critique en creux de la politique américaine. Et dorénavant, voilà, la question autour du genre cinématographique va un peu passer au second plan chez Altman. Lui, il va vraiment se focaliser sur ce constat d'un état de la société américaine. Et il va étudier cet état à travers la notion de spectacle, de mise en spectacle. Son but, c'est de mettre cette société en fait, face à un miroir pour mieux la révéler et pour mieux montrer qu'en fait, elle se croit beaucoup plus belle, beaucoup plus tolérante qu'elle n'est en réalité. Ce questionnement-là, il va être évident avec le film suivant qui est Buffalo Bill et les Indiens, où il prend une icône vraiment de la culture américaine, en l'occurrence Buffalo Bill, qui est formidablement interprété par Paul Newman dans le film. Buffalo Bill, c'est un de ceux qui a donné naissance à l'idée même de grand spectacle à l'américaine à travers ce show, ce fameux Wild West Show, mais qu'il crée véritablement sur le dos de la nation indienne en fait. C'est ce que raconte le film. Altman montre comment Buffalo Bill a façonné sa légende tout en tordant complètement les faits historiques, et il montre une Amérique qui se donne en spectacle en tordant complètement, en mentant vraiment sur son histoire. Et cette tendance à mentir quand on se porte tout le temps en représentation comme ça, il va continuer à la pointer dans les films suivants, comme dans Un mariage, qui est une comédie virulente qui est un film choral à nouveau, hein, où il double la mise par rapport à Nashville parce qu'il a 48 personnages principaux, réunis sur 2 jours à peine, comme ça, autour d'une cérémonie de mariage. Ou encore Trois femmes, qu'on a diffusé tout à l'heure, qui est sans doute le film le plus étrange de Robert Altman, dans lequel Sissi Spacek et Shelley Duvall vont évoluer comme ça dans un décor qui est très soigné, mais en même temps qui paraît un peu artificiel, comme si tout était devenu faussé dans la société américaine, les habitations, et en même temps les rapports entre les personnages et surtout entre les hommes et les femmes. Donc Trois femmes, ça a été projeté tout à l'heure, et j'invite celles et ceux qui ne l'auraient pas vu à tenter l'expérience. Vraiment, ils vont être au moins surpris par ce film qui est une sacrée découverte. Ils auront leur surprise aussi de se trouver en face d'une espèce de Mulholland Drive des années 70. Ces années 70, Altman, il les traverse un peu comme un roi, le roi du cinéma indépendant, on pourrait dire. Celui qui arrive à la fois à travailler à l'intérieur du système hollywoodien, mais à le contester constamment. Dans les faits, la fin de la décennie va être un peu plus compliquée.
parce que les producteurs, les distributeurs vont commencer à en avoir un peu par-dessus la tête d'Altman, de son côté rebelle, et le public va suivre un petit peu moins à chaque fois également. Pourtant, en 1980, Altman il parvient à tourner Popeye, qui est une comédie musicale qui est distribuée dans le monde entier par Disney. C'est une comédie musicale avec Robin Williams dans le rôle titre de Popeye. Là aussi, une découverte d'Altman. C'est la première participation de Williams à un film. Dans le rôle de Popeye, et avec en face de lui Shelley Duvall en Olive Oil, qui est absolument merveilleuse là-dedans. Même Altman disait que c'était la meilleure chose du film. La performance de Shelley Duvall dans Olive, et elle-même disait que c'était son rôle préféré. Le film est une espèce de bizarrerie. Il a certains défenseurs, mais on peut aussi le considérer comme un ratage très étrange d'Altman, tout en précisant qu'il y a des films ratés chez Altman, mais même ces films ratés, ce sont des films qui lui appartiennent complètement. Il n'a pas fait de films de commande, des films indifférents. On retrouve toujours son ton, son style, ses préoccupations. La qualité, vraiment, on a l'impression que c'est juste une histoire de dosage chez lui. Donc c'est vraiment toujours quelque chose d'intéressant à suivre, cette carrière d'Altman quand il passe d'un film à l'autre, en traitant des sujets généralement très différents. Bon, et Popeye, c'est quand même un sacré bazar, hein. Vous pouvez jeter un œil si vous ne connaissez pas, c'est assez étrange à voir. Bon, contrairement à une légende assez tenace, Popeye n'a pas du tout été un accident industriel, hein. Il a rapporté de l'argent. Il est même resté tout au long de la carrière d'Altman sa deuxième meilleure recette sur le plan mondial derrière MASH. Mais évidemment, le résultat a déçu Disney, hein. En même temps, le mariage entre Disney et Altman, il ne fallait pas être grand clair pour prévoir que ça allait mal finir. Mais le cinéaste sort de là assez épuisé, hein. Il en a un petit peu marre de l'industrie du divertissement. Donc il prend une décision radicale à ce moment-là. Il vend sa maison de production et il coupe complètement les ponts avec Hollywood. Il se tourne vers l'un de ses amours de jeunesse, qui est le théâtre. En fait. Et il va monter 3 pièces successives à New York, et même un opéra, d'après Stravinsky. Et paradoxalement, c'est cette parenthèse théâtrale qui va provoquer assez rapidement son retour au cinéma. Parenthèse très réussie, hein, si on en juge par les critiques de l'époque. Mais voilà, il va revenir aussitôt au cinéma en 1982, en filmant en fait une adaptation de l'une de ses pièces, qui est Revient Jimmy Dean revient, qui est un huis clos sur les pièges de la nostalgie, hein, donc autour de la figure de James Dean, qui est un film truffé de miroirs, un peu comme Trois femmes. Et c'est un film exclusivement féminin pour le coup. Il y a juste 6 personnages féminins dans le film. C'est merveilleusement interprété encore une fois. Et une nouvelle découverte, parmi ces interprètes, il y a Cher, la chanteuse Cher, qui faisait là ses débuts à la fois sur les planches dans la pièce montée par Altman et à la fois à l'écran dans le film. À l'exception, dans la liste que vous avez là, à l'exception de Ossie and Stiggs, qui est une comédie potache, pas très réussie, qui est vraiment un petit peu à part, tout le reste, tous les films, tous les téléfilms de cette décennie-là, ce sont des adaptations de pièces de théâtre. Donc, à propos de cette période, il y a un cliché critique qui s'est installé. On parle encore de la traversée du désert de Robert Altman durant ces années 80. En fait, c'est vrai que les films n'ont pas été connus de succès fou, mais Altman, il ne s'est jamais arrêté de tourner, même dans ces années-là. Et en plus, il en a profité pour expérimenter continuellement. Il a changé donc de mode de production, il a travaillé de façon beaucoup plus légère, en petite équipe, etc. Et il a cherché à chaque fois de trouver d'autres façons de raconter en adaptation avec les moyens qu'il avait. Dans la liste, là, je ne vais pas parler de tout, mais Secret au Nord, par exemple, c'est un film qui est tout à fait étonnant, qui se passe dans un seul décor et avec un seul personnage, l'ex-président Nixon, qui est tout seul dans son bureau et qui, pendant 1h30, va partir dans un délire verbal, comme ça, en essayant de se justifier auprès d'un public imaginaire de tous les écarts qu'il a eus durant sa présidence.
Donc c'est vraiment pour le coup le petit théâtre de la politique sous les projecteurs d'Altman. Et puis il y a encore une fois ce côté miroir aux alouettes, hein, avec ce personnage qui s'enivre en fait de sa propre image. Donc c'est vraiment un tour de force extrêmement intéressant, Secret au Nord. C'est absolument passionnant. En 1988, on est encore, que je sache, dans ces années 80, soi-disant mornes pour Altman, et pourtant il va effectuer un véritable coup de génie, encore une fois, avec Tanner 88, quelque chose de très, très peu connu aussi. C'est une série télévisée en 11 épisodes pour la chaîne HBO, donc en 1988. C'est quoi ce Tanner 88? C'est avec son co-scénariste, qui était Gary Trudeau. Altman, il va créer un personnage de fiction, un homme politique, un démocrate. Donc ce fameux Jack Tanner, qui est interprété par Michael Murphy, qui est un de ses fidèles, un des acteurs avec qui il a le plus tourné. Et ce personnage de Jack Tanner, il le lance dans la véritable course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 88. En fait, il va tourner au jour le jour, de ville en ville, comme ça, avec un scénario à moitié écrit, à moitié en s'adaptant aux événements qui se déroulent pendant cette campagne des primaires démocrates. Et là où il fait très fort, c'est qu'il va mélanger la réalité et la fiction à l'écran. C'est-à-dire qu'il va faire rencontrer, dialoguer Tanner avec de véritables personnalités politiques ou médiatiques de l'époque. Ça donne une espèce de faux documentaire absolument passionnant avec des passages sidérants, quoi. On voit le personnage de Tanner à Washington, voilà, parler avec un gouverneur pendant une longue promenade comme ça. On le voit lors d'une séquence en bas d'un immeuble, dans son costume d'homme politique, en train de discuter avec les habitants de ce quartier défavorisé, parler des problèmes de drogue. On voit une des membres de son équipe discuter lors d'un dîner avec la femme de Michael Dukakis, qui est le démocrate qui va être choisi par son parti pour affronter plus tard George Bush à la présidentielle. Donc une critique très étonnante de la politique spectacle, encore une fois, et en même temps une espèce d'offre politique que fait Altman à travers ce personnage de démocrate, de Jack Tanner. C'est vraiment l'un des sommets de l'œuvre d'Altman, et puis c'est une série absolument visionnaire, hein, puisque quelques années plus tard, il va y avoir tout un tas de séries politiques qui vont voir le jour, comme À la Maison Blanche par exemple. Alors chez nous, malheureusement, Altman aura souffert d'un gros défaut, d'un gros ratage au niveau de la distribution. La série, elle a été diffusée, mais elle a été diffusée qu'une fois sur Arte en 1996, c'est-à-dire avec 8 ans de retard, 2 mandats présidentiels d'écart, un peu en catimini, comme ça, le soir tard, en version française en plus. Et depuis, plus rien, ce qui fait qu'il n'y a eu aucune édition DVD en France de cette série qui est absolument fabuleuse. Alors heureusement, on arrive en 1992 où les Français ont pu se dire ça y est, Altman est de retour avec The Player. The Player, c'est un film qui a été présenté à Cannes donc en 1992, qui en est reparti avec le prix de la mise en scène donné à Altman et également le prix d'interprétation masculine pour Tim Robbins. Et à nouveau, ça y est, Altman plaît à nouveau aux critiques, il a un beau succès public. C'est tiré d'un excellent roman que je vous recommande si vous arrivez à le trouver, de Michael Tolkien, qui porte le même titre, The Player, une histoire de meurtre donc en plein Hollywood. Et l'un des plus célèbres moments de l'œuvre altmanienne, il se trouve ici. C'est l'ouverture de The Player, qui est un plan séquence d'une durée totale de 7 minutes 48 secondes, que je vous propose de voir maintenant, légèrement amputé pour pas trop empiéter sur le temps de parole. Mais voilà, c'est parti quand même pour The Player, 5 minutes 30 de bonheur cinématographique. Voilà, et ça dure encore quelques secondes. Alors c'est pas seulement un sacré morceau de cinéma, c'est pas juste un morceau de bravoure comme ça, c'est pas du tout gratuit, parce que vous avez là exactement tout ce que sera le film par la suite. The Player, c'est une histoire criminelle. Donc il y a ce mystérieux zoom avant là sur une carte postale qui tombe par terre.
Il y a aussi des discussions qui sont filmées à travers des persiennes. C'est parce que le thème du voyeurisme va être très important dans la suite du récit. The Player, c'est évidemment une critique assez féroce de Hollywood. Hein. Hollywood, apparemment, c'est un lieu où les gens ignorent tout du cinéma qui se fait hors États-Unis. Hein. Bertolucci, je ne sais pas qui c'est. Où les scénaristes sont obligés maintenant de jeter des pitchs comme ça à toute vitesse pour accrocher l'attention du décideur, où il n'y a plus que des espèces de croisements bizarres entre des histoires qui ont déjà marché auparavant. Hein. Ça donne Out of Africa meets Pretty Woman, ou le lauréat numéro 2, voilà, comme idée bizarre. Et enfin, The Player, c'est un cinéma, c'est un film réflexif. Hein, c'est vraiment du méta-cinéma, du cinéma sur le cinéma, et qui brouille de façon tout à fait jouissive, encore une fois, la frontière entre fiction et réalité, comme le faisait Tanner 88 avec la politique. Et rien que dans l'extrait que vous avez vu, il est question de Adam Simon, qu'on voit à l'écran au début. Adam Simon, c'est un véritable réalisateur. L'homme qui a l'idée saugrenue du lauréat numéro 2. En fait, c'est Buck Henry. Buck Henry, c'était le véritable co-scénariste du lauréat, du film de 1967 avec Dustin Hoffman. La fille sur le parking, ce n'est pas l'actrice Rebecca De Mornay. Le barbu, à la fin, ce n'est pas Martin Scorsese. En revanche, c'est Alan Rudolph. Alan Rudolph, qui était un cinéaste assez connu aussi, qui était un ami d'Altman. Voilà, donc ce petit jeu, ça va continuer pendant tout le film de façon assez vertigineuse, parce qu'on compte une 60aine de stars en tout, et de personnalités du cinéma, qui jouent dans The Player, soit en interprétant des rôles fictifs comme Tim Robbins, qui a le rôle principal, soit qui apparaissent dans leur propre rôle, ou encore qui jouent des films dans le film, comme la toute fin du Player, c'est un film qui est projeté où on voit Julia Roberts qui est délivrée de la chaise électrique à la dernière seconde grâce à l'intervention de Bruce Willis. Donc cette réussite de The Player, ça va relancer à nouveau la carrière d'Altman, à nouveau les mains beaucoup plus libres, et il va pouvoir débloquer notamment les fonds nécessaires à son projet suivant, qui est encore quelque chose de très audacieux, qui est l'adaptation de 9 nouvelles et d'un poème du grand écrivain Raymond Carver. Ça va donner Shortcuts, qui est une fresque de 3 heures avec 22 habitants de Los Angeles, comme dans Nashville, qui vont se croiser les uns les autres. Altman, là-dessus, il fait un travail absolument, avec l'aide de son co-scénariste, fait un travail absolument phénoménal à partir d'histoires qui sont tout à fait indépendantes au départ, dans ces nouvelles-là. Lui, il va tout retisser, ce réseau de relations entre les personnages, en ajouter d'autres, créer des liens familiaux, professionnels, amoureux entre tous ces gens-là. Et vraiment, il va déployer une espèce d'art absolument magique dans les transitions, dans les liaisons, pour aboutir vraiment à un de ces chefs-d'œuvre du film choral. Hein. Et Shortcuts, ça va même être encore plus influent que Nashville 10 ans auparavant, parce qu'à la suite de Shortcuts, on va avoir toute une floraison de films choraux dans le même genre, comme Happiness, Magnolia, Collision ou Babel. Tous ces films-là, même pour se concentrer juste sur la sphère américaine, il y en a eu aussi en France. Vraiment à la fin des années 90, début 2000, on a eu beaucoup de films choraux qui devaient énormément évidemment à Shortcuts. En 1994, il enchaîne avec Prêt-à-porter qu'il tourne à Paris, au milieu des couturiers, un film sur le monde de la mode, qui, avec les mêmes ingrédients, laisse un peu insatisfait, malheureusement, peut-être à cause du décalage géographique. De fait, Kansas City, il est beaucoup plus sur son terrain. Là, il revient à Kansas City en 1996, film très réussi, qui marque son retour dans sa ville, la ville de son enfance, et l'époque de son enfance aussi, puisqu'il situe son récit dans les années 30. Et ça lui permet aussi de filmer des battles entre musiciens de jazz, et de montrer aussi la mainmise de la pègre à l'époque sur la vie sociale et politique. Donc là, on arrive à l'approche du nouveau millénaire,
Altman, il arrive quand même à l'âge de 75 ans. Je peux le spécifier aussi au moment où il devient célèbre, au moment de MASH en 70. C'est quelqu'un qui a quand même 45 ans. Hein. Donc c'est pas un genou, c'est pas un Spielberg qui déboule comme ça. Altman, il arrive à l'âge de 75 ans, voilà, là, il commence à avoir quelques ennuis de santé qui l'obligent à espacer un petit peu plus ses réalisations, mais il garde cette même qualité dans son cinéma. Il continue à travailler vaille que vaille, hein, vraiment. Mais dans cette dernière période, on peut déceler une petite évolution dans son cinéma qui a tendance à s'adoucir au niveau du ton. Il y a eu en France une certaine frange de la critique qui a toujours rejeté le cinéma d'Altman, la tendance cahier du cinéma pour ne pas la nommer, voilà. Le motif principal, c'était la misanthropie, soi-disant que Altman mépriserait ses personnages dans ses films. Sauf que c'est confondre, à mon avis, la critique de la société et la critique des personnages qui se débattent à l'intérieur de celle-ci. Alors c'est vrai que Altman, il peut être ponctuellement un peu agressif, hein, un peu brutal, mais il aime de manière évidente ses personnages, surtout ses personnages principaux. Mais même quand quelqu'un apparaît sous un angle négatif, il y a toujours dans le film un moment où il a la possibilité de se racheter, de se montrer sous un jour un peu plus favorable. C'est intéressant aussi de voir que dans Shortcuts, si vous connaissez Raymond Carver, c'est un écrivain qui est quand même très pessimiste, hein, ses histoires sont assez noires, mais dans le film d'Altman, même s'il y a des choses très dramatiques, à la fin du film d'Altman, c'est une histoire de couple, mais tous ces couples-là, la majorité des couples, ils sont rabibochés. Hein. Il y a très peu de séparation à la fin du film d'Altman. Donc, c'est assez significatif par rapport aux fins des nouvelles de Raymond Carver. Et ce goût d'Altman pour le film choral, ça ne fait pas de lui une espèce de cinéaste démiurge qui joue avec ses personnages, comme il déplacerait des pions sur un échiquier, comme ça. Non, au contraire, Altman, il met ses personnages tous au même niveau. Hein. Il donne sa chance à tout le monde sur la grille de départ, si j'ose dire. Chez lui, il y a des personnages secondaires qui peuvent se mettre au premier plan tout à coup et prendre en charge le fil du récit, comme ça. Et il n'y a pas de hiérarchisation chez Altman. C'est très rare qu'il y ait un héros désigné dans ses films. Hein. C'est un cinéma qui ignore presque l'idée de figuration, par exemple. Chacun peut entrer tour à tour dans le jeu de la représentation. Donc cette critique du soi-disant mépris des personnages, de toute façon, elle va voler en éclats en 98 avec Cookies Fortune, qui est vraiment son film le plus bienveillant, une espèce de chronique sur les bords du Mississippi, une petite communauté qui est vue de façon très, très amusée, comme ça, très bienveillante, où le seul enjeu en fait, de ce film, c'est pour la police locale de prouver qu'un crime n'a pas eu lieu dans cette bourgade-là. Il y a aussi le très réjouissant Dr T et les femmes, avec une des meilleures performances de Richard Gere. Gosford Park, qui a connu un beau succès à sa sortie, qu'il tourne en Angleterre, qui est une belle déclinaison de La règle du jeu de Renoir, avec cette même ronde entre les maîtres de maison et les domestiques. Gosford Park, c'est écrit à la demande d'Altman, qui ne connaissait pas grand-chose en noblesse britannique. Il a demandé à Julian Fellowes d'écrire le scénario de Gosford Park. Et Julian Fellowes, c'était sa première expérience de scénariste. Il s'en rappellera forcément plus tard quand il créera Le petit monde de Downton Abbey. On retrouverait énormément d'éléments qui sont déjà dans Gosford Park, dans Downton Abbey. C'est normal, c'est le même scénariste. Et enfin, The Last Show. The Last Show, c'est l'un des plus beaux films ultimes de cinéaste, à mon sens. C'est l'histoire de la dernière représentation d'un show radiophonique diffusé en direct, le bien réel A Prairie Home Companion, une émission qui, dans les faits, a duré bien 10 ans après le film. Et encore une fois, c'est un mélange de personnalités réelles qui travaillent effectivement pour cette émission de radio. Le principal animateur en tête, Garrison Keillor. Et
Et voilà, leur sont ajoutés des actrices et des acteurs pour cette fiction-là, notamment Meryl Streep ou Kevin Kline. Donc on a une caméra qui va glisser comme ça avec une fluidité incroyable entre la scène et les coulisses, sans aucune frontière entre les deux, absolument. Pendant ce temps-là, pendant le show, il y a la mort qui rôde dans les coulisses, sous les traits d'une belle femme blonde mystérieuse en impair, comme ça, qui se déplace entre les personnages. C'est un formidable hommage à la fois à la radio, à l'art de la radio, et puis à la musique. Et c'est sur ce point que je voudrais terminer, sur la musique. Parce que Altman, c'est sans doute le personnage, le cinéaste de cette génération qui a le mieux filmé la musique, et la musique live, la musique en direct. Lui, il refusait toujours de mener en bateau son spectateur. Il voulait montrer la réalité, donc quitte à montrer des choses déplaisantes ou des choses peu gracieuses, il faisait tenir des postures un peu bizarres des fois à ses actrices, ses acteurs, mais c'était pour que ce soit conforme à la réalité de l'être humain en fait. Et pareil pour la musique. Altman, il triche jamais avec ça. Même si on n'aime pas la country music, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs de country dans la salle, mais même quand on n'aime pas ça, on est vraiment emporté par Nashville par exemple, par ces longs moments musicaux où les chansons se déploient comme ça dans leur intégralité, parfois enchaînées 2 ou 3 à la suite. Mais comme il y a une vérité de la captation musicale, on est tout de suite emporté par ça. Quasiment chaque film d'Altman contient un petit passage avec un musicien, une chanteuse. Et même si c'est pour apparaître vraiment 5 secondes à l'écran, lui, il tenait à ce que ce soit un vrai musicien, une vraie chanteuse, un vrai chanteur qui apparaissent à l'écran. Donc on a à chaque fois, on n'a pas de playback, pas de grimage, on a une émotion, une énergie absolument incroyable dans ces scènes de musique, ces scènes filmées en direct, en prise directe. Et la scène chez Altman, voilà, c'est pas un lieu privilégié prévu pour quelques élus, quelques artistes touchés par la grâce. Non, c'est vraiment un espace qui est montré comme auquel il est facile d'accéder. C'est montré dans la continuité de la vie. Il n'y a pas de séparation. Donc on pourrait finir comme ça en musique. En 1955, retour en 55, The Delinquents, le tout premier plan du premier film d'Altman, c'est un plan sur une batterie. En fait, c'est le début d'une performance donnée par un groupe de jazz avec une chanteuse dans un petit bar. Et cette performance, elle va d'ailleurs être stoppée au bout de quelques secondes par l'entrée dans l'établissement des délinquants en question. Ça montre déjà qu'il n'y a pas de mur protecteur entre les deux espaces. Donc ça, c'est le tout premier plan du cinéma d'Altman. Et en 2005, le tout dernier plan de son tout dernier film, c'est un plan sur un orchestre qui finit une performance et un adieu, comme ça, le chef d'orchestre qui dit merci aux spectateurs et aux auditeurs. Ça va être l'extrait avec lequel je vais clôturer cette intervention. Pour situer un peu, donc dans le récit, on a 4 personnages qui se retrouvent au diner d'à côté, quelques jours après la destruction donc, du théâtre, l'arrêt de l'émission. Ils discutent, ils se disent un peu ce qu'ils deviennent. Et à ce moment-là, entre dans le diner la femme mystérieuse dont je vous ai parlé, qui représente la mort, et qui s'avance tout à coup vers eux, en silence, en fixant un ou une du regard, mais on ne sait pas qui, et les 4 convives ne savent pas non plus. Donc c'est un plan assez déchirant, surtout quand on sait que c'est Altman est en train de finir sa carrière, sa vie ici. Mais Altman, il finit pas sur ça, en fait. Il prolonge un petit peu avec un moment de joie partagée sur scène, un moment musical. Avec, à nouveau, on va voir cette caméra glissante, très fluide, à peine montée, juste 3 plans. À nouveau, une espèce de naturel tout à fait bluffant, presque un sentiment d'improvisation. L'idée que c'est presque les personnages qui décident en fait de la mise en scène là-dedans. Et puis évidemment le plaisir de la chanson. Voilà, donc on a toute la filmographie d'Altman en fait, 55-2005, 50 ans de cinéma qui tiennent entre ces 2 parenthèses musicales. Voilà, le dernier extrait
tiré de The Last Show. Merci beaucoup. Ouais, je trouve que c'était pas mal de finir sur ce moment un peu à la fois émouvant et très entraînant, quoi. Très vivant, comme tout le cinéma d'Altman. Bonsoir et Bonsoir. Merci pour cet exposé très complet. Je voudrais savoir, est-ce que Altman a eu des successeurs dans le même esprit Alors, justement, on peut reparler de The Last Show. The Last Show, c'est son dernier film. Il est quand même assez diminué et les producteurs n'acceptent de le financer qu'à une seule condition, qu'il y ait une sorte de réalisateur de secours avec lui, quelqu'un qui puisse prendre le relais au cas où il y a un souci. Et il choisit Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, c'était pas du tout un inconnu à cette époque-là, puisqu'il était entre les réalisations de Punch Drunk Love et de There Will Be Blood, qui est un de ses plus grands films qui va être dédié à la mémoire d'Altman. Ils se connaissaient déjà dès le début de la carrière d'Anderson, ils étaient assez proches en fait. Et de fait, quand vous connaissez la filmographie d'Anderson, vous trouvez quelque chose d'altmanien dans chacun de ses films en fait. Que ce soit un détail, une musique, un acteur, une actrice qui a déjà tourné chez Altman. Donc vraiment, il y a une filiation assez évidente. Oui. Et Magnolia, surtout, grand film choral. Ah oui, Anderson disait que de toute façon, il n'aurait jamais pu réaliser Magnolia s'il n'y avait pas eu Shortcuts 3 ou 4 ans avant. Merci. Bonsoir. C'est un complément à propos de la musique. Je ne me souviens pas des musiciens qui sont intervenus dans Trois femmes, enfin plutôt de compositeurs. C'est passé au générique et ça a dû m'échapper, mais c'était une musique contemporaine. J'ai pensé à Philippe Glass, mais je ne sais pas. Et si vous le savez, ce n'est pas une colle. Hein. Non, mais Trois femmes, en fait, c'est un film, comme j'ai dit, très particulier. Et donc, c'est l'exception qui confirme la règle. Il n'y a pas de séquence musicale dans Trois femmes, dans le sens où il n'y a pas de musicien ou de chanteuse ou quoi que ce soit qui apparaît dans Trois femmes. En effet, pardon, il y a un thème derrière chaque personnage. Oui, mais on sent aussi que dans Trois femmes, que Altman est très sensible à la musique. Il avait demandé à son compositeur, qui est Gerald Busby, je crois, qui lui propose une partition très étonnante, quoi. Oui, même glaçante parfois, avec des aigus, toujours de la flûte ou un fond de piano mais écrasé. C'est quand même, ça participe à l'atmosphère du film. Ah oui, chez lui, la musique a toujours un rôle prépondérant, que ce soit une musique d'accompagnement, comme on pourrait dire, mais en fait, c'est pas vraiment de l'accompagnement, ça participe vraiment de l'ambiance du film, comme dans Trois femmes, tout à fait. Merci. Quelques mots de John McCabe, qui est sorti en 71, tourné en 70. Vous avez de la chance de pouvoir le voir sur grand écran. Vraiment, pour moi, c'est le premier chef-d'œuvre absolu de Altman. McCabe, c'est donc un western naturaliste. C'est aussi un film politique sur la naissance du capitalisme, qui est déjà en train de s'ensauvager dans McCabe. C'est aussi un grand film d'amour, film de regard. Et puis j'avais prévu, de vous en parler en partant de 5 ou 6 noms. Léon Eriksen, c'est le chef décorateur du film. Il était considéré par Altman comme son collaborateur le plus précieux à cette époque-là, avec les actrices, les acteurs. Il se reposait beaucoup sur lui. Pourquoi je parle de lui ? Parce que McCabe, c'est un film passionnant sur la construction, sur la naissance d'une ville. Et on le ressent particulièrement en voyant le film. C'est un film qui a été tourné dans la continuité en même temps que se bâtissait une véritable petite ville en bois dans laquelle on finit par s'installer les gens de l'équipe qui vivaient un petit peu en communauté comme ça. Et c'est absolument passionnant à voir. Autre nom, Vilmos Zsigmond, c'est le chef opérateur. McCabe, ça commence dans la pénombre. Il y a beaucoup de noir, beaucoup de scènes de saloon très peu éclairées, juste avec les visages qui ressortent, éclairés par la lumière des lampes à huile. Ça s'adoucit au fur et à mesure du film, avec l'arrivée de Mrs. Miller, un personnage féminin, et ça finit dans le blanc total, puisque ça finit dans une espèce de tempête de neige qui va recouvrir tout. Donc une lumière très travaillée. On peut parler de Stanley Kubrick. Pourquoi Stanley Kubrick ? Parce qu'à la sortie de McCabe à Londres,
quelque temps après, Altman reçoit un coup de fil de Stanley Kubrick qui l'interroge très précisément sur certains plans filmés pour McCabe. Et notamment un plan, un très beau plan où on voit John McCabe, joué par Warren Beatty, s'apprêter à traverser un pont. On le voit de loin, comme ça on le distingue à peine dans la naissance du jour. Et on voit juste en fait l'éclair de la flamme quand il allume son cigare. Et Kubrick appelait Altman presque que pour avoir des renseignements sur son chef opérateur. Et il l'a interrogé précisément sur ce plan-là. Et donc on était vers 72, 73, c'est pas très bien situé par Altman quand il rapporte ça. Mais on peut imaginer que tout simplement Kubrick il était en train de travailler sur Barry Lyndon et de réfléchir comment il allait éclairer ces fameuses scènes à la bougie. Les deux rôles principaux sont interprétés par Warren Beatty et Julie Christie, des grandes stars de l'époque qui sont ensemble à l'écran et qui étaient aussi un couple à la ville. Donc inutile de vous dire que, comme on dit, ça match entre eux. Dans McCabe, ça marche très bien. Les deux, l'actrice, l'acteur sont tout à fait complémentaires. À noter aussi que le roman à l'origine, le roman s'appelle McCabe. Le titre français, c'est John McCabe. Le titre du film français, c'est John McCabe. Mais le titre original, voulu par Altman, qui a été distribué comme ça aux États-Unis, c'est McCabe and Mrs. Miller. Par rapport au personnage féminin chez Altman dont je parlais tout à l'heure, là, vous avez vraiment le signe qu'il essayait le plus possible de mettre les deux à égalité. Autre nom, Leonard Cohen. La musique du film, ce sont 3 chansons de Leonard Cohen qui sont tirées de son premier album qui était sorti en 1967, 3-4 ans avant, qui avait beaucoup plu à Altman. Et Altman a essayé comme ça de passer la musique de Cohen sur les images de McCabe et il a trouvé que ça collait parfaitement bien. Donc Cohen a accepté. Et on a vraiment, tout au long du film, ces 3 chansons qui alternent, qui deviennent des thèmes attachés à chacun à McCabe, à Mrs. Miller et au petit groupe de prostituées. Et puis, évidemment, ça concourt à l'extrême beauté du film, à sa mélancolie. C'est vraiment, c'est tout à fait étonnant. Ce ne sont pas des chansons qui ont été écrites, évidemment, pour le film, mais ça colle exactement à ce que dit le film, à ce qu'est le film. Et dernier nom, Sergio Leone. Pourquoi je cite Sergio Leone ? Parce que vous allez voir que John McCabe se finit exactement de la même manière qu'il était une fois en Amérique, dans les vapeurs d'une fumerie d'opium. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci Édouard. Merci.